History Secrets. Une question curieuse surgit lorsque nous observons l'histoire humaine. Comment naissent des groupes extrêmement unis? Des groupes capables d'agir avec une discipline absolue. Et qui semblent posséder une loyauté presque incassable entre leurs membres. Pour explorer cette question, imaginez une expérience mentale. Imaginez une île isolée. Personne ne sait où elle se trouve. Et personne ne peut s'en échapper. Au centre de cette île, il existe un endroit relativement sûr. Une colline protégée. Mais tout le reste de l'île est extrêmement dangereux. Des créatures agressives errent partout. Et toute personne qui quitte le centre doit les affronter pour obtenir des ressources. Imaginez maintenant que, pour une raison mystérieuse, 100 hommes apparaissent sur cette île. Ils viennent de pays différents, parlent des langues différentes, ont des cultures différentes, et ne partagent pratiquement rien en commun. La plupart d'entre eux sont pauvres. Peu ont reçu une éducation formelle. Aucun d'entre eux n'était préparé à survivre dans cet environnement hostile. Et au début, la situation semble totalement désespérée. Ils ne parviennent même pas à communiquer. Ils n'ont pas de leadership défini. Et ils savent que toute tentative d'explorer l'île implique des risques extrêmes. Il serait naturel d'imaginer que ce groupe s'effondrerait rapidement. Mais l'histoire humaine montre quelque chose de surprenant. Dans des situations de survie extrême, les communautés peuvent se transformer rapidement. Et ce qui se passe dans ce scénario hypothétique est exactement cela. La première chose qui apparaît est un langage commun. Même si chacun parle une langue différente, ils commencent à créer un système basique de communication. Des mots mélangés, des gestes, des expressions simples. En peu de temps, tout le monde parvient à se comprendre. Ensuite, quelque chose d'encore plus puissant apparaît. Un récit commun. Chaque personne commence à raconter sa propre histoire. D'où elle vient. Ce qu'elle a perdu. Ce qu'elle attend de l'avenir. Avec le temps, ces histoires individuelles commencent à se transformer en un mythe collectif. Un mythe fondateur. Un récit qui explique pourquoi ce groupe existe. Et pourquoi il doit survivre. Dans de nombreux cas historiques, ces mythes finissent par prendre une dimension spirituelle. Le groupe commence à croire qu'il possède une mission spéciale. Une mission choisie par des forces supérieures. Cette croyance renforce la détermination collective. À partir de là, des rituels apparaissent. Les rituels servent à renforcer l'identité et le sentiment d'appartenance. Ils créent des liens émotionnels entre les membres du groupe. Et ils aident à maintenir la cohésion dans les moments difficiles. Un autre élément inévitable apparaît rapidement. Le leadership. 100 personnes confrontées à un environnement hostile ont besoin de quelqu'un pour organiser les décisions. Quelqu'un qui inspire confiance. Quelqu'un qui représente le groupe. Imaginez maintenant le moment où ce groupe doit choisir un leader. Un homme plus âgé se lève. Il a de l'expérience. Il parle bien. Il explique des stratégies pour affronter les dangers de l'île. Son discours est intelligent et persuasif. Mais alors quelque chose d'inattendu se produit. Un jeune homme se lève. Il ne fait pas de discours. Il ne présente pas de plan complexe. À la place, il fait quelque chose de simple. Il montre sa propre main. Et avec un couteau, il coupe sa propre peau devant tous. Sans hésiter. Sans montrer de peur. Le geste est silencieux. Mais il transmet un message puissant. Sacrifice. Engagement. Volonté absolue de souffrir pour le groupe. À ce moment-là, le choix du leader devient évident. L'homme le plus éloquent peut devenir conseiller. Mais le leader sera celui qui a montré qu'il est prêt à mourir pour les autres. Ce type de leadership apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire humaine. Des leaders qui inspirent non seulement par leur intelligence, mais par leur volonté d'assumer des risques extrêmes pour le collectif. Avec le temps, ce groupe sur l'île commence à changer profondément. Même s'ils étaient faibles au départ, ils apprennent à devenir forts. Même s'ils étaient pauvres et désorganisés, ils apprennent la stratégie. Ils développent la discipline. La confiance mutuelle.
et une loyauté presque absolue. Progressivement, quelque chose d'encore plus intéressant apparaît. La cohésion. Une forme de lien psychologique si forte que le groupe commence à fonctionner presque comme un seul organisme. En psychologie sociale, cela est parfois décrit comme un esprit collectif. Lorsque des individus partagent des expériences intenses sur de longues périodes, leurs décisions et leurs réactions commencent à s'aligner. Ils en viennent à anticiper le comportement les uns des autres. Pensez à une équipe sportive hautement entraînée. Les joueurs semblent anticiper les mouvements de leurs coéquipiers. Les passes se font sans communication verbale. Tout le monde semble agir en parfaite synchronisation. Cette synchronisation n'apparaît pas par hasard. Elle naît d'une confiance profonde, d'un entraînement commun et d'expériences partagées au fil du temps. Dans des situations extrêmes, ce lien peut devenir encore plus fort. Les soldats en combat rapportent souvent ce type de connexion. Ils peuvent percevoir l'état émotionnel de leurs compagnons presque instantanément. Imaginez maintenant une situation de danger sur l'île. L'un des membres du groupe sort pour chercher du bois. Il s'éloigne assez du camp. Et alors il est attaqué. Peut-être est-il trop loin pour crier, mais ses compagnons peuvent sentir que quelque chose ne va pas. Une sensation, un pressentiment. Cette expérience est souvent comparée au lien entre parents et enfants. De nombreuses mères disent sentir lorsque quelque chose ne va pas avec leurs enfants, même lorsqu'ils se trouvent dans un autre pays. Si cette communauté sur l'île reste unie pendant des années, sa cohésion peut devenir extraordinaire. Chaque membre apprend à faire totalement confiance aux autres. Et lorsque vient le moment de danger extrême, des décisions difficiles peuvent être prises instantanément. Imaginez qu'un groupe fuit des créatures dangereuses. Ils traversent un pont improvisé. 9 parviennent à traverser. Mais le 10e perçoit quelque chose de terrible. Si les créatures traversent le pont, tous mourront. Alors il prend une décision. Il coupe la corde du pont, sachant que cela signifie sa propre mort. Ce type de sacrifice apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire. Des soldats qui se jettent sur des grenades pour sauver leurs compagnons. Des personnes qui risquent leur propre vie pour protéger le groupe. Lorsqu'une communauté vit ce type d'expérience pendant des années, son identité collective devient extrêmement puissante. Et maintenant, imaginez la fin de cette expérience mentale. Après 20 ans à survivre ensemble sur l'île, tous sont mystérieusement transportés de nouveau dans le monde réel. Ils retournent à leurs anciennes vies. Mais ils portent quelque chose que personne d'autre ne possède. Une expérience partagée. Une identité profonde. Un réseau de loyauté absolue. Naturellement, ces personnes chercheraient à se retrouver à nouveau. Elles réuniraient leurs enfants, transmettraient leurs histoires, préserveraient leurs rituels. Avec le temps, ce réseau pourrait grandir. Leurs descendants hériteraient non seulement de richesses ou de positions sociales, mais aussi d'une culture secrète de cohésion et de loyauté. C'est ici que surge la question provocatrice. Et c'est ici qu'apparaît la question provocatrice. Et si de nombreux groupes puissants de l'histoire étaient nés d'expériences similaires? Des expériences extrêmes, qui ont créé des communautés extrêmement unies. Sociétés secrètes, ordres initiatiques, groupes d'élite, peut-être ont-ils tous commencé de la même manière? De petits groupes qui ont traversé des épreuves intenses, et qui ont développé une confiance absolue entre leurs membres. Si cette hypothèse est correcte, elle aide à expliquer pourquoi certains groupes semblent exercer une influence pendant des générations. Parce que leur force ne réside pas seulement dans la richesse ou le pouvoir, mais dans quelque chose de plus profond. Cohésion, loyauté et identité collective. La théorie de l'île ne prétend pas affirmer qu'une société secrète spécifique domine le monde. Elle propose quelque chose de plus simple. Une façon de comprendre comment des groupes humains extrêmement unis peuvent émerger. L'histoire montre que de petites communautés fortement cohésives peuvent exercer une influence disproportionnée, même lorsqu'elles sont numériquement petites, parce que leur force ne réside pas seulement dans les ressources matérielles, mais dans la confiance absolue entre leurs membres. Pensez à des ordres militaires d'élite.
Pensez à des fraternités académiques. Pensez à d'anciennes confréries religieuses. Tous ces groupes partagent quelque chose en commun. Des rituels, des récits fondateurs et des expériences transformatrices qui créent une loyauté profonde. Cette loyauté permet au groupe de fonctionner presque comme un organisme uni. Les décisions peuvent être prises rapidement. L'information circule avec confiance. Et les stratégies sont exécutées avec discipline. Cela ne signifie pas nécessairement que ces groupes conspirent pour dominer le monde. Mais cela signifie qu'ils peuvent posséder des avantages importants. Coordination, confiance et continuité à travers les générations. De nombreuses élites historiques sont apparues de cette manière. De petits cercles partageant une éducation similaire, des expériences similaires, des valeurs similaires. Avec le temps, ces réseaux sont devenus extrêmement influents. Universités prestigieuses, institutions militaires, ordres initiatiques. Tous fonctionnent, dans un certain sens, comme des communautés de confiance. La théorie de l'île suggère que ce type de réseau peut naître de situations extrêmes. Guerre, exil, crise profonde. Moments où de petits groupes doivent faire totalement confiance les uns aux autres pour survivre. Lorsque ces expériences se produisent, quelque chose de puissant émerge. Une identité collective, un récit commun, une culture partagée. Cette culture peut inclure des symboles, des histoires, des cérémonies, et même des langages propres que seuls les membres comprennent pleinement. Ces éléments créent un sentiment d'appartenance extrêmement fort, parfois plus fort que les liens familiaux ordinaires, plus fort que des alliances politiques temporaires. Et lorsque ce type de lien traverse les générations, il se transforme en tradition. Les enfants héritent non seulement de patrimoine, mais aussi d'une identité, d'une mission, d'une vision du monde. C'est pourquoi de nombreuses organisations anciennes possèdent des rituels d'initiation complexes. Ils ne servent pas seulement de cérémonies symboliques. Ils recréent, de manière contrôlée, des expériences de transformation. Des expériences qui rapprochent les nouveaux membres de la culture originelle du groupe. Ces rituels peuvent inclure des défis, des épreuves, des moments de vulnérabilité. Tout cela aide à renforcer la confiance mutuelle. Lorsqu'une personne traverse une expérience intense aux côtés d'autres membres, le lien psychologique se renforce. C'est une dynamique connue dans de nombreux domaines de la psychologie sociale. Mais la théorie de l'île soulève aussi une question plus profonde. Qu'est-ce qui définit réellement le leadership ? Dans l'expérience mentale de l'île, le leader n'a pas été choisi pour son intelligence, ni pour son éloquence. Il a été choisi pour avoir démontré du sacrifice, pour avoir montré qu'il était prêt à souffrir pour le groupe. Cette démonstration d'engagement a créé une confiance instantanée. Au cours de l'histoire, de nombreux leaders sont apparus de la même manière. Ils ont conquis des adeptes non seulement par leurs idées, mais par leur courage, par leur exemple personnel, par leur volonté d'assumer des risques. Ce type de leadership inspire quelque chose de puissant. La dévotion. Lorsque les suiveurs croient que leur leader partage leurs sacrifices, la loyauté se renforce. Et cette loyauté peut soutenir des communautés entières, des mouvements sociaux, des ordres religieux, des groupes révolutionnaires. La théorie de l'île, par conséquent, n'est pas seulement une réflexion sur les sociétés secrètes. C'est une réflexion sur la nature humaine, sur la manière dont les communautés se forment, et sur la façon dont la loyauté et l'identité peuvent façonner l'histoire. Au fond, elle suggère quelque chose de simple. Dans les moments de crise, de petits groupes peuvent se transformer de manière extraordinaire. Ils peuvent développer des liens si forts qu'ils survivent pendant des générations. Ces liens peuvent construire des institutions. Ils peuvent façonner des cultures. Et parfois, ils peuvent même influencer le destin de sociétés entières. C'est peut-être pour cela que les histoires de fraternité, d'ordre secret et d'élites invisibles continuent de fasciner autant de personnes. Elles reflètent une intuition profonde. L'intuition que derrière les structures visibles de la société
existent des réseaux humains invisibles. Des réseaux de confiance, de mémoire partagée, d'identité collective. Et si la théorie de l'île est au moins partiellement correcte, alors beaucoup de ces réseaux peuvent être nés de la même manière. De petits groupes, de grandes épreuves, et une promesse silencieuse de rester unis. Au final, peut-être que le véritable secret de ces communautés n'est pas le pouvoir, mais quelque chose de bien plus simple. La loyauté, la confiance, et la capacité humaine de construire du sens même dans les situations les plus difficiles. Parce que, lorsque des personnes affrontent l'impossible ensemble, elles ne redeviennent presque jamais les mêmes. Et parfois, ces transformations finissent par façonner le monde d'une manière que peu de gens parviennent à percevoir. Une des discussions les plus intenses de l'histoire moderne tourne autour de deux idéologies apparemment opposées. Le capitalisme et le communisme. Pendant une grande partie du XXe siècle, ces deux idées ont été présentées comme des ennemis absolus. Mais certains analystes suggèrent une hypothèse provocatrice. Et si cette opposition était, en partie, une fausse dialectique? Une fausse dialectique se produit lorsque deux positions semblent opposées. Mais, dans la pratique, elles finissent par servir les mêmes objectifs. Selon cette interprétation, le capitalisme et le communisme peuvent être plus similaires qu'on ne l'imagine généralement. L'idée centrale de cette hypothèse est simple. Le communisme ne serait pas apparu seulement comme un ennemi du capitalisme, mais possiblement aussi comme un instrument pour détruire d'autres systèmes considérés comme plus dangereux pour le capital. Quels seraient ces systèmes? Certains analystes pointent 4 grands rivaux historiques. La monarchie, la théocratie, le nationalisme, et même certains aspects de la démocratie populaire. Commençons par la monarchie. Dans de nombreux systèmes monarchiques traditionnels, le pouvoir politique était concentré entre les mains du roi. Et les rois prenaient souvent des décisions économiques contraires aux intérêts des grands détenteurs de capital. Par exemple, en accédant au pouvoir, certains monarques annulaient des dettes. D'autres redistribuaient des terres. Ces décisions pouvaient réduire drastiquement l'influence des élites économiques. Pour cette raison, la monarchie n'a pas toujours été un allié naturel du capital financier. À plusieurs moments de l'histoire, les rois ont limité la concentration extrême de richesses. Et cela représentait une menace pour des systèmes fondés exclusivement sur l'accumulation de capital. Un autre système souvent cité est la théocratie. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'accumulation excessive de richesses est vue avec méfiance. De nombreuses religions valorisent l'humilité, la charité et le détachement matériel. Lorsque les institutions religieuses possèdent une forte influence politique, elles peuvent limiter des pratiques économiques jugées injustes ou moralement problématiques. Dans certaines sociétés européennes anciennes, les valeurs spirituelles avaient plus de poids que la recherche de richesse. Le troisième élément de cette analyse est le nationalisme. Le nationalisme met l'accent sur la loyauté envers la nation, le peuple et le territoire. Mais le capital, par nature, recherche la mobilité. Il traverse les frontières à la recherche d'opportunités d'investissement. Pour les investisseurs globaux, les barrières nationales peuvent représenter des limitations, parce que les intérêts économiques opèrent souvent à l'échelle internationale. Dans ce contexte, des idéologies qui encouragent une identité globale peuvent faciliter la circulation du capital. Le quatrième élément est plus surprenant. La démocratie. Surtout la démocratie fondée sur une large participation populaire. Lorsque de grandes populations possèdent un pouvoir politique direct, elles peuvent exiger une redistribution des richesses, une fiscalité progressive, des programmes sociaux et régulations économiques. En d'autres termes, des démocraties fortes peuvent pousser les élites économiques à partager les ressources. C'est pourquoi certaines analyses suggèrent que des systèmes purement capitalistes ne sont pas toujours à l'aise avec des démocraties extrêmement participatives. Dans cette interprétation controversée, le communisme aurait joué un rôle inattendu. Au lieu de détruire le capitalisme, il aurait contribué à éliminer certaines de ses structures rivales. Par exemple, les régimes communistes ont aboli les monarchies.
Ils les ont remplacés par des partis uniques, des structures centralisées qui concentraient le pouvoir politique. Ils ont également combattu fortement les institutions religieuses. Karl Marx a décrit la religion comme Yog et l'opium du peuple Yo, une idée qui a influencé de nombreux régimes communistes à restreindre les pratiques religieuses. De plus, le communisme international défendait l'Union mondiale des travailleurs. La célèbre phrase « Egei Agar », travailleurs du monde, unissez-vous, Yo reflétait une vision internationaliste. Cela réduisait l'importance des identités nationales traditionnelles. Un autre point controversé concerne la démocratie elle-même. Certains modèles communistes soutenaient que le peuple ne possédait pas une conscience politique suffisante. Par conséquent, une avant-garde révolutionnaire devait guider la société. En pratique, cela a conduit à la création de partis dominants concentrant le pouvoir politique. Si l'on observe ces 4 éléments ensemble, une hypothèse provocatrice apparaît. Le capitalisme et le communisme peuvent avoir partagé certains ennemis structurels. Et à certains moments de l'histoire, tous deux ont contribué à les affaiblir. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu une conspiration consciente. Mais cela suggère que différentes idéologies peuvent produire des effets similaires dans certaines circonstances. Un exemple souvent cité dans ce débat est le parcours de Karl Marx. Le principal théoricien du communisme est né en Allemagne, mais il a passé une grande partie de sa vie en Angleterre. Fait intéressant, l'Angleterre était l'une des sociétés les plus capitalistes du XIXe siècle. Malgré cela, Marx a pu y vivre pendant des décennies. Et il a écrit une grande partie de ses œuvres dans la bibliothèque du British Museum. Ce fait soulève des questions intéressantes. Pourquoi les autorités britanniques ont-elles permis à un révolutionnaire d'écrire librement sur leur territoire? Pourquoi n'a-t-il pas subi une répression plus sévère? Un autre aspect intrigant concerne ses finances. Marx n'a pas eu une carrière professionnelle stable. Ses œuvres se sont peu vendues de son vivant. Pourtant, il a réussi à maintenir un niveau de vie relativement confortable. Une grande partie de ce soutien financier provenait de Friedrich Engels. Engels était le fils d'un industriel prospère. Son père possédait des usines capitalistes. Cela soulève une question curieuse. Pourquoi un industriel financerait-il un penseur qui défendait la révolution contre le capitalisme? Cette question reste débattue parmi les historiens. Pour mieux comprendre cette discussion, il est également important de distinguer 2 concepts souvent confondus. Le socialisme et le communisme. Le socialisme classique propose une redistribution des richesses. Son objectif est de réduire les inégalités entre les classes sociales, mais sans nécessairement abolir toute propriété privée. Dans de nombreux pays européens après la Seconde Guerre mondiale, des systèmes socialistes démocratiques ont émergé. Des États-providence, des programmes publics de santé, une éducation gratuite. Le communisme, quant à lui, dans sa forme la plus radicale, propose quelque chose de différent. L'abolition complète de la propriété privée des moyens de production. L'objectif final serait une société sans classe, sans riches, sans pauvres. Cette différence entraîne des conséquences profondes. Dans le socialisme, la richesse est redistribuée. Dans le communisme, la propriété est éliminée. Cela modifie complètement l'équilibre entre les classes sociales. La classe moyenne, les riches et les travailleurs. Cette distinction aide à comprendre pourquoi le socialisme et le communisme, bien qu'ils semblent similaires, peuvent produire des résultats très différents. Et pourquoi les débats autour de ces idéologies restent si intenses aujourd'hui. Au final, l'hypothèse de la fausse dialectique soulève une réflexion importante. Peut-être que l'histoire des idéologies est plus complexe que de simples batailles entre ennemis clairement définis. Parfois des systèmes apparemment opposés peuvent coexister, s'influencer mutuellement, et même produire des résultats étonnamment similaires. Si cette interprétation est correcte, elle nous invite à observer l'histoire avec plus d'attention, non seulement en regardant les conflits visibles, mais aussi en analysant les structures profondes qui façonnent le pouvoir dans le monde moderne. Pour mieux comprendre cette discussion,
il est important d'observer comment chacune de ces idéologies interprète l'évolution de la société. La théorie socialiste classique part d'une idée relativement simple. La société évolue progressivement à mesure que ses structures économiques se transforment. Pendant des siècles, de nombreuses régions ont vécu sous des systèmes féodaux. Dans ces systèmes, la terre était la principale source de richesse. L'aristocratie contrôlait le territoire, et la majorité de la population travaillait comme paysanne. Avec l'avancée de la révolution industrielle, cette structure a commencé à changer. La terre a cessé d'être le principal moyen de production. Les usines, les machines et les industries sont devenues centrales dans l'économie. Ce nouveau système a créé deux grandes classes sociales. D'un côté, les capitalistes, propriétaires des usines, des équipements et du capital financier. De l'autre, les travailleurs, les personnes dépendantes de la vente de leur force de travail pour survivre. Selon de nombreux penseurs socialistes, ce système produirait inévitablement des tensions. Parce que le capital tend à se concentrer au fil du temps. Les grandes entreprises absorbent les plus petites. Les marchés se consolident. Au début, il peut y avoir des milliers de capitalistes en concurrence. Mais avec le temps, seuls quelques-uns restent dominants. Ce processus crée des inégalités de plus en plus importantes. Pendant ce temps, la classe ouvrière grandit. Et avec la croissance urbaine et industrielle, les travailleurs commencent à s'organiser. Des syndicats apparaissent. Des mouvements politiques gagnent en force. Dans des systèmes démocratiques, ces travailleurs peuvent utiliser le vote pour promouvoir des changements. Ils peuvent exiger des droits du travail. Ils peuvent exiger de meilleurs salaires. Ils peuvent exiger une redistribution des richesses. C'est à ce moment qu'émerge le concept de socialisme démocratique. Un système dans lequel les politiques publiques cherchent à réduire les inégalités sociales. Des programmes de bien-être. Une éducation publique. Une santé universelle. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays européens ont adopté des modèles proches de cette idée. Ils n'ont pas abandonné le capitalisme, mais ils ont créé des systèmes solides de protection sociale. Ce modèle a produit des décennies de stabilité et de croissance économique. Beaucoup ont commencé à croire que ce chemin représentait une évolution naturelle de la société industrielle. Cependant, Karl Marx avait une vision différente. Pour Marx, ce processus graduel ne serait pas suffisant. Il pensait que le système capitaliste possédait des mécanismes puissants d'auto-préservation. Selon Marx, les élites économiques contrôlent des institutions fondamentales. Les écoles, les médias, la culture. Ces institutions façonnent la manière dont les individus comprennent le monde. Il a appelé ce phénomène la fausse conscience. Une situation dans laquelle les travailleurs ne perçoivent pas pleinement leurs propres intérêts, parce que leurs idées sont façonnées par les structures de pouvoir existantes. Dans cette logique, une transformation progressive serait presque impossible, parce que les élites trouveraient toujours des moyens de préserver leurs privilèges. C'est pourquoi Marx défendait quelque chose de plus radical. Une révolution. Une rupture brutale avec le système existant. Cette révolution détruirait les structures qui soutiennent le capitalisme. La propriété privée des moyens de production. Les hiérarchies de classe. Les institutions qui renforcent les inégalités. Mais pour que cette révolution se produise, Marx pensait qu'un processus de prise de conscience serait nécessaire. Les travailleurs devraient comprendre qu'ils font partie d'une même classe. Une classe mondiale. Cette idée a conduit au concept d'internationalisme prolétarien. La notion selon laquelle les travailleurs de différents pays partagent les mêmes intérêts et devraient s'unir au-delà des frontières nationales. Cette vision contrastait fortement avec le nationalisme traditionnel, qui met l'accent sur la loyauté envers la nation, la culture et l'identité historique. Pour Marx, ces identités pouvaient détourner les travailleurs de la véritable lutte, la lutte entre classes sociales. À ce point, apparaît la différence fondamentale entre le socialisme et le communisme. Le socialisme cherche à redistribuer les richesses. Il accepte certaines formes de propriété privée,
continuent d'exister. Le communisme, en revanche, cherche à éliminer complètement la propriété privée des moyens de production. Toute l'économie serait organisée collectivement. En théorie, cela conduirait à une société sans classe. Mais cette transformation entraînerait des conséquences profondes. Sans propriété privée, les riches comme la classe moyenne perdraient leur statut économique. Cela créerait de nouvelles tensions. Parce que les classes qui possédaient auparavant des privilèges pourraient résister à ce nouveau système. Dans la pratique, de nombreux régimes communistes ont affronté exactement ce type de conflit. Cette différence explique pourquoi le socialisme et le communisme, bien qu'ils partagent certaines idées, produisent des structures politiques très différentes. L'un cherche à réformer le système. L'autre cherche à le remplacer complètement. En revenant à l'hypothèse de la fausse dialectique, certains analystes observent quelque chose de curieux. Lorsque des révolutions communistes se produisent, elles détruisent souvent des institutions traditionnelles. La religion, l'aristocratie, les anciennes identités nationales. Mais après des décennies de transformation, beaucoup de ces sociétés réintroduisent des éléments capitalistes. La Chine est souvent citée comme exemple. Après des périodes intenses de révolution idéologique, le pays a adopté des réformes économiques ouvrant la voie au marché et à l'investissement privé. Aujourd'hui, l'économie chinoise est l'une des plus dynamiques de la planète, combinant des structures politiques centralisées avec des pratiques économiques hautement compétitives. Ce type d'évolution soulève à nouveau la question initiale. Le communisme et le capitalisme sont-ils réellement des opposés absolus? Ou, dans certains contextes historiques, finissent-ils par interagir de manière inattendue? Peut-être que la réponse est plus complexe que ce qu'une seule théorie peut expliquer. Les idéologies restent rarement pures au fil du temps. Elles se transforment, s'adaptent, se mélangent à d'autres idées. Et ainsi, l'histoire politique du monde moderne continue d'évoluer. Entre systèmes économiques, entre structures de pouvoir, et entre différentes visions de l'avenir de la société humaine. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu, et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes, d'autres attendent encore d'être révélées. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.